va en parler avec vous. Khaled Bencheikh, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, auteur de Lettres ouvertes aux islamistes. C'est avec Antoine Sfer et c'est aux éditions Bayard. Nabil El-Nasri, bonsoir. Vous êtes le président du collectif des musulmans de France, auteur des 7 défis capitaux essais à destination de la communauté musulmane de France. Khaled Bencheikh, tout d'abord, est-ce que vous soutenez cette initiative du président du Conseil français du culte musulman qui appelle donc à ce rassemblement des musulmans devant la mosquée de Paris? Toute initiative qui va dans le sens où l'on montre, où l'on clame avec force la réprobation, la condamnation, la dénonciation, parce que après l'horreur, après la sidération et après l'indignation, il est temps aussi de crier haut et fort. Et ça, nous n'avons cessé de le dire depuis 2 décennies. Nous nous sommes égosillés aussi à le faire savoir que de telles abjections, de telles ignominies, de telles abominations, eh bien, nous les vomissons. Donc ceci doit être dit avec force, avec vigueur, avec énergie. Donc le rassemblement de demain, j'espère qu'il le montrera. Et aussi pour qu'on cesse, mais ce n'est pas le temps aussi de la polémique, quand nous sommes, nous autres citoyens musulmans, de nous exprimer à chaque fois qu'il y a une telle horreur. C'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre dans la maison, si j'ai envie. Oui, parce que finalement, quand un chrétien commet un assassinat, la communauté chrétienne n'est pas dans la rue. Simplement, pour être honnête, c'est trop. Il y a eu des dévoiements, le message de la tradition religieuse a été dévoyé, a été avili, a été perverti par des illuminés exaltés, par des criminels, par des assassins. Et il est temps, cette fois-ci, du côté des hiérarques musulmans, des théologiens, des philosophes. Peut-être qu'ils ont mis un peu de temps à réagir, hein. Peut-être qu'ils auraient dû le faire plus tôt. En tout cas, je vous poserai la question. Mais Nabil El-Nasri, est-ce que c'est une bonne initiative, justement, cette idée de se rassembler, que les musulmans se rassemblent et montrent leur désaccord, où vous dites, finalement, pourquoi les musulmans descendraient dans la rue, manifesteraient-ils par solidarité? Est-ce qu'ils ont besoin de le faire? Alors on comprend la bonne intention, mais la bonne intention n'exclut pas la maladresse. Il y a un proverbe qui dit que chercher à se justifier quand on n'est pas coupable, c'est s'accuser. Et on a vraiment l'impression qu'autour de ces actions, de ces manifestations, voire même de la multitude d'interpellations qu'on entend depuis quelques jours de la part de certains responsables musulmans, on est dans une forme de justification comme si les musulmans de France étaient redevables des agissements d'une infime minorité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'accuse pas, on n'a pas demandé aux chrétiens de se justifier par rapport aux protestants, par exemple, à ce qu'a fait George Bush en 2003 en Irak. On n'a pas demandé aux bouddhistes de France de se justifier par rapport aux méfaits et aux forfaits des moines bouddhistes en Birmanie. Donc on verrait pas pourquoi les musulmans devraient se justifier pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Et comme si, d'une certaine manière, la condamnation des musulmans n'allait pas de soi. Ça fait, comme l'a dit très bien Khaled Bencheikh, ça fait des années et des années que les musulmans disent tout simplement qu'ils refusent la violence, le sectarisme et toutes les dérives violentes. Encore faut-il qu'on les entende. Le problème, c'est qu'on les entend qu'aujourd'hui, mais on leur donne pas la parole avant. Donc cette initiative est dérangeante pour beaucoup de la communauté musulmane, même si évidemment ça part d'une bonne intention, mais c'est pas comme ça, je pense, qu'on résoudra le problème. Khaled Bencheikh, pourquoi on a mis tant de temps à entendre finalement aussi les représentants de cette communauté musulmane? Finalement, on les entend aujourd'hui, mais on les a pas entendus durant ces derniers mois. Je pense notamment au recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabdan, qui avait appelé le CFCM depuis août à prendre ses responsabilités, et il n'y a rien eu. Est-ce que finalement vous allez dans le même sens que ce que vient de dire Nabil El-Nasri? Finalement, c'est pas à la communauté musulmane de sortir du bois et de dire non, on n'a rien à voir avec ces hommes-là? Ou vous pensez que justement les représentants de la communauté musulmane auraient dû s'exprimer peut-être un peu plus tôt? Alors, très brièvement, il y a 3 niveaux dans votre question. La première, quand des criminels, des assassins se prévalent d'une tradition religieuse à laquelle appartiennent d'autres, il incombe à ces autres de dire que ça ne nous engage pas, et de le dire haut et fort. Deuxième point, si je devais vous donner une réponse lapidaire, je dis tiens, peut-être que nous avons assisté là à une longue maturation et qu'avec ce crime d'un de nos compatriotes, trop c'est trop, maintenant il y a un éveil de conscience qui a poussé tous les musulmans à le dire encore une fois avec force. Troisième niveau, je suis tout comme vous, je ne comprends pas, je ne la comprenais pas avant, donc je ne la comprends pas, la frilosité, la pusillanimité, la couardise,
la lâcheté même dans certains cas, où des hiérarques musulmans n'avaient pas pris position quand il fallait le faire. Et pour quelle raison? Comment Je vous n'en sais expliquez rien. ça? Il y a une raison, il y a une raison. Alors certains disent, alors est-ce que c'est vrai ou pas que ces grandes instances représentatives du monde musulman, de la communauté musulmane en France, finalement, ce sont les puissances étrangères qui tirent les ficelles, l'Arabie Saoudite, l'Algérie. Est-ce que ceci explique cela? Moi, le citoyen français que je suis ne reconnaît que des instances françaises et je ne veux pas accepter que des États tiers s'immiscent. Si ça devait être le cas et qu'on acceptait ce jeu-là... Vous pensez que ce n'est pas le cas? Ah non, si ça devait être le cas, ça pourrait l'expliquer, mais en tout cas, moi, je le récuse. Nabil El-Nasri, vous le récusez, ça aussi? Alors, comme l'a dit Ghaleb, il y a plusieurs niveaux dans votre question. La première des choses, c'est quand même, il faut revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Là, on a vraiment l'impression qu'on est dans une forme de présomption de culpabilité de la communauté musulmane. Et s'il y a quelque chose sur laquelle il faut se désolidariser aujourd'hui, c'est vraiment cette espèce de mouvement assez sournois d'une culpabilisation de la communauté musulmane, comme si elle était encore une fois redevable et qu'on l'assignait comme ça publiquement du fait de allez-y, dites ce que vous pensez de ce qui se passe en Irak, de ce qui se passe en Algérie ou ailleurs, alors qu'encore une fois, elle n'y est pour rien. Vous disiez tout à l'heure que les musulmans mettent du temps finalement à s'exprimer, etc. Mais ça fait des années, honnêtement, que beaucoup au sein de la communauté... On n'a pas entendu beaucoup d'imams, on n'a pas beaucoup entendu le recteur de la mosquée, on les a pas... À qui la plupart du temps les médias donnent la parole auprès de la communauté musulmane? Vous l'avez dit plus ou moins en filigrane tout à l'heure. La plupart du temps, ce sont des représentants qui ont été élus non pas par la communauté musulmane, mais par un certain nombre d'autorités politiques. Quand vous prenez aujourd'hui... Quand vous prenez aujourd'hui, qu'il s'agisse du CFCM ou même de l'imam, parlons-en de l'imam Chalgoumi, ce sont des gens dont la surface médiatique est inversement proportionnelle à la... à ce qu'ils représentent. Évidemment, à la base. Est-ce qu'ils ont une réelle base au sein de la communauté musulmane? Et tous les enquêteurs sérieux, les universitaires qui font des études, ou même la communauté musulmane de base, l'UOIF, par exemple, l'UOIF représente quand même quelque chose. Évidemment qu'elle représente quelque chose, mais l'UOIF, ça fait des années, ça fait même, j'allais dire, des décennies qu'elle s'exprime. Nabil El-Nasri, vous dites ça? Moi, je les ai jamais entendus, je suis désolée. Est-ce que vous les avez invités? Ah oui. Est-ce qu'on les invite autant que Monsieur Chalgoumi ou que Monsieur Dalil Boubaker ou que le représentant autoproclamé de la communauté musulmane? Je pense qu'au sein de la communauté musulmane, il y a une véritable maturité et qu'aujourd'hui, énormément de gens désapprouvent les agissements sectaires et violents de beaucoup de musulmans et qu'ils les refusent. Il faut juste leur tendre davantage la parole et non donner la parole à des, excusez-moi, imams médiatiques qui trustent les médias, qui ne sont pas le réel reflet de la communauté musulmane. Et sur le fait justement que ces représentants de la communauté musulmane, on parlait de l'UOIF, parce que on parlait justement de ces puissances entre guillemets étrangères qui tireraient justement les ficelles et qui auraient, parce que ça aussi, ça existe, on l'entend, qu'il y aurait une sorte de double discours, qui sont à la fois les représentants de la communauté musulmane, mais que l'on dit financés par des pays étrangers, on le disait par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, par l'Algérie, et qui aurait une sorte de double jeu. Alors, de ce qu'on le connaît. Je pense à l'UOIF, proche des frères musulmans, l'Union des mosquées de France, qui est plutôt de sensibilité marocaine, la mosquée de Paris, de sensibilité algérienne. Alors, c'est connu de tout le monde, ce que vous venez de dire. Alors, un certain nombre de représentants, qu'il s'agisse de la mosquée de Paris affiliée à l'ambassade algérienne ou un certain nombre d'organismes. L'UOIF, proche des frères musulmans. Ça, c'est plus une affiliation, on va dire, idéologique. Ce n'est pas une affiliation, on va dire, nationale ou consulaire. Frères musulmans soutenus par le Qatar. Le seul souci, c'est que sur ce sujet-là, c'est connu de la part même des autorités publiques et que les autorités publiques adoubent et valident un état de fait et un système qu'elle a elle-même contribué à instituer avec des représentants qui ne sont pas de véritables représentants de la communauté musulmane. Il y a tout un pan des représentants de la communauté musulmane qui sont plus ou moins, excusez-moi l'expression, un petit peu zappés, oubliés ou écartés et pourtant qui ont une véritable légitimité. Quand ils parlent et quand ils s'expriment, on ne leur donne pas le micro et aujourd'hui on se demande où étaient-ils. Mais j'allais presque dire où étaient les médias quand ces gens-là s'exprimaient, et s'exprimaient fortement depuis maintenant des années, pour ne pas dire plus. Khaled Bencheikh, sur ce que vient de dire justement Nabil El-Nasri, c'est à ces représentants de la communauté musulmane finalement qui sont désignés par les autorités françaises et qui ne les représentent peut-être pas comme ils devraient l'être. C'est vrai que là aussi il y a deux aspects. Le premier, nous ne l'avons jamais vu ailleurs pour d'autres cultes. Le culte islamique ses représentants ont été nommés, désignés par l'autorité publique, et ça, ce n'est pas normal, a fortiori dans un État laïque. Et le mot « ce n'est pas normal » est un doux euphémisme. Tout à fait. Et malheureusement, c'est l'unique instance de type cultuel.
dans laquelle siège un représentant de la place Beauvau. Mutatis mutandis, c'est comme si on avait l'œil de Moscou dans cette affaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que de telles instances... Et les autorités françaises ont peur de l'islam pour en arriver là? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que la peur est toujours mauvaise conseillère. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, parce que je ne suis pas homme à me défausser, il faut toujours voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à l'éthique, au bon sens. L'autre aspect, c'est vrai aussi qu'il faut une longue maturité. Et je reviens au second point que je voulais développer avec vous. Les tribunes médiatiques, c'est toujours facile de se dire, bon, les médias, non pas ceux qui ont dénoncé, ceux qui ont récusé, ceux qui ont été révulsés et ceux qui ont voulu parler de ces abominations n'ont pas trouvé suffisamment de tribunes médiatiques, occupées qu'elles sont par la focalisation sur le vil, le maladif, l'abject et l'inacceptable. Et les quelques individus, les quelques notabilités, je mettrai le mot entre guillemets, sont là depuis un bon moment et on n'entend pas suffisamment ceux qui essayent d'analyser pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation. Alors maintenant, il y a une telle horreur qui a fait en sorte que nous puissions nous exprimer, eh bien nous devons le faire. Et le nous, cette fois-ci, nous autres collectivement, nous autres concitoyens, parce que nous avons perdu dans des conditions terribles un de nos compatriotes. Nabil El-Nasri, est-ce que les musulmans de France ont quelque chose à craindre aujourd'hui dans cette guerre contre le terrorisme? Est-ce que vous craignez qu'ils soient à nouveau stigmatisés, qu'il y ait un risque à nouveau d'amalgame en fait? Eh ben, c'est le principal souci, c'est-à-dire que là, on a véritablement des amalgames qui sont en train de se creuser. On voyait par exemple, encore une fois ce matin, le sondage absolument ahurissant du Figaro. Heureusement qu'il a été retiré. Donc on a l'impression qu'on a une forme d'opprobre généralisée. Vous pouvez le rappeler ce sondage? Alors c'est un sondage qui disait est-ce que les musulmans font assez entre guillemets pour pouvoir dénoncer les méfaits encore une fois d'un certain nombre de groupuscules radicaux, comme si encore une fois on était là dans l'injonction à la justification de la part d'un journal connu pour ses propos parfois assez tragiques. Donc beaucoup dans la communauté musulmane en ont un petit peu assez de cette injonction et ils souhaitent tout simplement vivre de la manière la plus digne, la plus paisible et apporter de la contribution. C'est ce qu'ils font. Par exemple, il y a eu ce week-end des centaines de mosquées qui ont participé aux Journées européennes du patrimoine. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de médias, notamment télévisuels, qui ont fait beaucoup de reportages sur cet élément assez nouveau. Et pourquoi ne pas parler à un certain nombre de choses qui marchent, d'éléments prometteurs au sein de la communauté, une communauté qui fait preuve de contribution, une communauté qui est très souvent force de proposition, mais le problème c'est qu'on préfère essayer de réduire cette communauté au méfait d'une extrême marginalité, d'une extrême infime marginalité de cette communauté, et on passe à côté des réels mouvements de fond qui sont en train aujourd'hui de faire aboutir la communauté à une véritable maturité. Khaled Ben Cheikh, justement sur ce que vient de dire Nabil El-Nasri, hein. Je pense que profitant d'un ciel... Est-ce que vous pensez, pour être clair, est-ce que vous pensez, je vais vous reposer la même question que j'ai posée à Nabil El-Nasri, que les musulmans de France ont quelque chose à craindre dans cette guerre contre le terrorisme? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un amalgame qui va être fait? Le mot amalgame est déjà un mot arabe. Et si nous laissions place à la culture, à l'intelligence et à la connaissance de nos patrimoines civilisationnels, peut-être que nous ne serions pas arrivés à ce... Oui, il y aurait une inquiétude. Vous avez saisi le conditionnel. À mon avis, c'est quand il y a après la torpeur, la sidération, il est le temps de l'analyse, encore une fois. Il faudrait aller avec dignité pour une seule communauté nationale d'un destin commun, débusquer les risques effectivement d'amalgame et de stigmatisation, comme cette histoire du journal, d'un journal, Le Figaro, qui a osé, ce qui était scandaleux, parler de ce type de sondage. Maintenant, à mon avis, je commençais par dire que nous avons un climat un peu plus serein ici qu'ailleurs pour mener un véritable travail qui dépasse le simple aggiornamento au sein de la pensée islamique, de la refondation de la pensée islamique. Si nous sommes arrivés aussi à ces situations, c'est le fruit d'abdication de la raison, de démission de l'esprit, de clôture dogmatique, d'enfermement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement? C'est un énorme travail pour changer de type aussi intellectuel. ce regard aussi qu'ont certains sur l'islam. Quel travail il faudrait faire aujourd'hui? Il incombe
d'abord aux musulmans de France et d'ailleurs de prendre à bras le corps cette problématique qui consiste à laisser place à l'éducation, à l'instruction, à l'acquisition du savoir, à la connaissance, à l'amour du beau, aux valeurs esthétiques, aux belles lettres, aux beaux-arts. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas, Khaled Bencheikh, est-ce que ça, c'est pas un discours, c'est un beau discours, ce que vous me dites, mais les gens qui sont dans les cités, qui vivent dans les banlieues, dans des conditions parfois difficiles, etc., voilà, on leur parle de l'amour du beau, de la littérature, de la peinture, de l'esprit, etc. Est-ce que, franchement, c'est tout aussi intéressant. Je peux le comprendre, mais il y a aussi des manquements. Ça correspond à la réalité, vous voyez. Il ne faut pas ramener les considérations de type sociétal à des considérations de type spirituel, civilisationnel et culturel. Ce qui se passe dans nos banlieues, comme vous le dites si bien, c'est dû à un double manquement. Les manquements peut-être des familles et des parents, mais il y a aussi les manquements, j'allais dire, de la République. Et donc, ces choses-là, c'est ensemble, qui que nous soyons, hommes et femmes de bonne volonté, pouvoir public, société civile, qui que nous soyons, pour œuvrer inlassablement à ce qu'on puisse sortir par le haut de cette tragédie. Nabila Nasri, justement sur ce que venait d'expliquer Khaled Bencheikh, c'est-à-dire voilà, expliquer l'islam, être plus voilà, une dimension spirituelle, revenir peut-être aux sources des choses, que c'est le travail de la famille, mais également de la République. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a une démission justement de la République dans ces cités, dans ces banlieues, et qui expliquerait peut-être que justement certains jeunes prennent un autre chemin, celui de la violence, parce que finalement ils vivent un peu emmurés, ils n'ont pas de perspective, ils n'ont pas d'avenir. Alors pour pouvoir résorber les phénomènes ou les processus de radicalisation, encore faut-il se poser les questions, c'est qu'est-ce qui crée ces phénomènes et ces processus de radicalisation. Alors là, il y a deux éléments à mettre en évidence. Le premier, c'est aujourd'hui en France, il est quand même, quand on prend un certain nombre de chiffres, là la République n'a pas apporté finalement de résultats probants sur la question des discriminations, sur la question du chômage, sur la question de la violence, sur la question de comment on fait depuis maintenant 2012, alors qu'on espérait le changement dans certains quartiers, finalement la violence ou même le chômage n'a fait qu'augmenter, mais également qu'est-ce qu'il en est au niveau de la République par rapport au regard qu'elle porte sur tout un pan de la communauté musulmane de France. Je pense aux femmes voilées. Pourquoi aujourd'hui en France, des mamans, et c'est le cas encore aujourd'hui dans beaucoup des dizaines d'écoles de Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs de France, pourquoi refuse-t-on à ces femmes de pouvoir accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires? Pourquoi cette forme C'est presque de la laïcité. Le problème, c'est que sur cette question-là, des sorties scolaires... C'est pas de signes religieux au sein de l'école il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que... Oui, enfin, on est dans le cadre de l'école, dans le cadre d'une sortie scolaire, on est dans le cadre d'une école. Le droit aujourd'hui en France, vu que nous sommes dans un état de droit, n'interdit absolument pas à des femmes voilées de pouvoir accompagner leurs enfants. Mais vous imaginez la violence symbolique d'enfants ou de parents qui se voient exclus de la surface scolaire. Mais il y a des lois de la République, Nabila Nasri. Je suis en train de dire que le droit en France ne leur interdit pas. Il y avait une circulaire qui date de 2012 et les circulaires ne sont que pour 1 an. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on a une forme de flottement juridique autour de cette question, mais comme vous avez une espèce de musique quotidienne qui vient et qui stigmatise les musulmans, et vous avez un certain nombre de chefs d'établissement qui se croient un petit peu tout permis, qui font dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. Donc si on veut résorber les phénomènes de radicalisation, il faut pointer du doigt les véritables responsabilités. Ça ne veut pas dire que la communauté musulmane n'a pas sa part de responsabilité, et si véritablement on veut, parce qu'on parle de l'Irak et de la Syrie et d'autres pays, si on veut également tarir le flux ou l'afflux de jeunes qui partent entre guillemets au djihad en Syrie, il faut aussi pointer la responsabilité des gouvernements occidentaux qui depuis maintenant une dizaine d'années ont multiplié les actions, j'allais dire, qui ont suscité des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de morts. Si on arrive à résorber le terrorisme d'État israélien, le terrorisme d'État de Bachar el-Assad, le terrorisme d'État américain qui en 2003, au mépris du droit international, a décidé d'envahir un pays, l'Irak, on arrivera à tarir ces flux de djihadistes. Et pour finir, aujourd'hui, on a bombardé l'État islamique. Mais je rappelle que la somme des 3 terrorismes d'État que je viens d'évoquer est infiniment plus élevée que le terrorisme de l'État islamique. Donc il y a une forme de 2 poids 2 mesures, une forme de logique de l'impunité aujourd'hui au niveau international comme au niveau français qui nourrit ces processus de radicalisation. Et ce qu'on essaye, nous, dans les banlieues, auprès de la communauté musulmane, c'est d'essayer de les résorber. C'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci Khaled Bencheikh. Restez avec moi si vous voulez bien. Merci Nabila Nasri.